Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses de Maison Morphin. Vous connaissez déjà nos montres en les portant au quotidien, en venant les voir en boutique ou simplement en visitant notre site internet, mais vous devez sûrement pas savoir tout ce qui se cache derrière. On va voir justement ensemble dans cette vidéo comment on passe d'une simple idée à une montre que l'on peut porter et qui existe physiquement, passant par la partie prototype, design jusqu'à la fabrication. Vous allez donc voir tout ce que cela représente, du temps passé à la passion mise dans chacun des modèles jusqu'au produit fini. Allez, je vous en dis pas plus, on démarre tout de suite. Alors, première étape, avant même de parler d'une montre, il faut évidemment se pencher sur les inspirations. Une montre Maison Morphin part toujours d'une envie et de quelque chose qui me trotte au fond de la tête. C'est vrai que cette partie inspirationnelle peut venir de plusieurs choses, que ce soit d'architecture, de pièces de voitures anciennes, de monuments ou encore d'œuvres d'art en général. Je puise dans tout ce qui m'entoure et tout ce qui peut éventuellement m'inspirer. En général, je vous cache pas que je suis assez inspiré par les formes qui sont plutôt pures, avec un aspect quand même technique, tout ça pour donner quand même une vraie personnalité à toutes les montres que l'on produit. Je vous illustre ça par exemple avec un des récents modèles qu'on a lancé, c'est la MM24-05, une montre très architecturale où on est venu justement puiser dans diverses choses du quotidien, que ce soit dans la partie bateau, tout ce qui est navire, que ce soit en termes d'architecture que l'on peut retrouver de manière urbaine, tout ça pour donner justement naissance à une montre qui était donc de base à inspiration à être tonneau, et ça a toujours été le cas du coup jusqu'à la partie production puisqu'on est resté sur un format tonneau, mais avec une grande partie architecturale, mais comme je le disais juste avant, avec des lignes qui sont quand même assez pures pour la garder quand même pas trop ostentatoire, mais plutôt discrète et élégante au poignet. Je voulais justement que le cadran soit squelette pour laisser voir les organes du mécanisme qui lui-même était squelette, mais je voulais quand même que les lignes restent pures et que le tout soit assez équilibré pour pas qu'on tombe justement dans le trop chargé. Et là justement, comment ça se passe à ce moment-là? Et ben c'est assez simple, je note un petit peu toutes les idées qui me passent par la tête, je fais des croquis assez simplistes, je crée en général même des Google Drive avec des inspirations que je peux trouver à droite à gauche et je laisse de côté tout ce qui est contrainte technique. Ça en général on essaie de s'y pencher par après, et je fais part de toutes ces informations, que ce soit même des notes iPhone parfois quand je me balade dans la rue et que j'ai une petite idée, ou quand je vois quelque chose dans la rue qui me plaît, je le note. Je le fais part donc à mon designer Benoît, et c'est après que vient un brainstorming avec lui pour justement lui partager un petit peu toutes ces idées d'inspiration pour ce design. Mais c'est vrai en tout cas que cette partie-là est clairement la partie la plus libre, où je prends vraiment une totale liberté sur l'inspiration. Comme je le disais justement, une fois que toutes mes idées sont posées, je partage justement au bureau de design et donc Benoît qui travaille aujourd'hui avec moi, mon designer, toutes les idées que j'ai pu recueillir. Vient alors le brainstorming avec le designer qui est en charge de créer le design, et je lui partage toutes les notes, tous les documents que j'ai pu accumuler pendant la phase de réflexion, que ce soit des photos, des parties de montres qui m'intéressent, d'anciens modèles que j'ai pu faire, que j'aimerais retranscrire dans le nouveau modèle. Enfin bref, je lui fais part de tous les documents que j'ai pu accumuler ces dernières semaines. L'objectif avec ce brainstorming est évidemment de faire part aux designers toutes mes inspirations, et surtout qu'ils sentent dans quelle direction je veux qu'on parte pour ce design, pour que la pièce au final soit vraiment unique et comme je l'ai pensé au début. À partir de là, le bureau de design et donc le designer commence par des petits croquis, que ce soit à la main ou même sur logiciel dédié, pour commencer à chercher les formes et les bases du design. Et c'est justement à partir de ce moment-là qu'il y a une discussion constante avec le bureau de design et donc le designer, puisque on voit donc chacune des lignes, chacune des proportions, et on ajuste tout ce qu'il a pu commencer à faire, que ce soit à la main sur papier ou sur logiciel. Une fois que les proportions sont validées, on attaque le gros du travail, c'est la partie 2D sur logiciel, en général sur Adobe Illustrator ou sur Photoshop, et là on est parti sur plusieurs dizaines d'heures de travail pour modéliser la montre. Et pourquoi justement on parle de dizaines d'heures de travail? Parce qu'en général on fait rarement un one shot, on fait souvent beaucoup de tests, on modélise, on ajuste, des fois même on fait page blanche et on recommence absolument tout, par exemple pour un jeu d'aiguille, pour un réo, pour un cadran. Donc c'est aussi beaucoup d'essais, et c'est ce qui fait qu'on y passe plusieurs dizaines d'heures au final, quand on commence des premiers gabarits sur le logiciel comme Photoshop jusqu'à la montre réaliste finie des dizaines d'heures donc après. Chaque pièce est donc modélisée à l'échelle, et on intègre évidemment tout l'aspect technique, puisque l'on met à l'échelle le mécanisme que l'on utilise, et chez Maison Morphin c'est du mécanisme suisse, et on vient justement habiller ce mécanisme avec des pièces, et on essaie de justement rester cohérent et s'adapter. Par exemple, quand il y a un disque de date, quand on fait le cadran, à bien faire l'ouverture pour voir la date au bon endroit. Donc c'est super important, et c'est quelque chose qu'on fait évidemment et que notre designer fait en interne, de tout faire évidemment
à l'échelle pour simplifier ensuite les équipes qui viendront récupérer ce fichier et faire les modélisations techniques en 3D. Et d'ailleurs, en parlant de 3D, une fois que le fichier 2D est terminé et que l'on a donc balayé l'intégralité du design, on passe à la 3D. Et là, on visualise clairement la montre, que ce soit ses proportions, ses courbes, jusqu'à son gabarit dans l'espace, puisque l'on est sur un logiciel 3D, donc on peut vraiment voir comment se comportent les éléments les uns dans les autres. Et justement, on vient modéliser certaines pièces pour voir également le comportement de celles-ci avec des lumières, puisque évidemment on essaie de travailler les courbes, les reflets, les biseaux, et justement la 3D permet justement de voir si par exemple sur une lunette qu'on vient un petit peu facetter, comment on va rendre la lumière, comment on va rendre les reflets, et on vient parfois même designer des éléments pour voir la partie structurelle, comment ils vont se comporter, par exemple notamment des maillons. On l'a fait par exemple pour le modèle Triumph qui arrive très bientôt et le modèle Octa qui est déjà en précommande sur la boutique, et on vient voir justement comment vont s'imbriquer les maillons les uns dans les autres. Est-ce qu'il va y avoir du jeu, est-ce que le bracelet de manière générale va être confortable, est-ce qu'il y aura suffisamment de flexibilité sur celui-ci, et en général c'est là où il y a un gros travail, c'est sur la partie 3D. Et clairement c'est une étape charnière où on fait passer un petit peu le rêve à la réalité avec quand même un projet qui commence à s'affiner. Donc une fois que la partie 2D est terminée, qu'on a commencé à modéliser certaines pièces en 3D et qu'on les a également validées, on transfère le tout à l'usine et c'est là qu'on commence réellement à travailler avec les ingénieurs. Ils transforment en général l'idée que l'on a eue avec ce design qui est sur logiciel à un objet qui va être physique et qui va fonctionner, et ils prennent évidemment eux en compte encore plus l'aspect technique, et on vient donc discuter avec eux pour justement échanger sur la faisabilité du design, et en général on vient toujours un petit peu l'adapter puisqu'ils ont une vision technique que des fois on n'a pas d'un certain niveau. Évidemment nous on a toutes les bases, on essaye de faire en sorte que tout fonctionne, mais eux parfois ont des contraintes que l'on ne voit pas, et c'est là justement qu'il est intéressant et qu'il y a beaucoup d'allers-retours avec eux en termes de discussion pour adapter le tout, qu'on arrive sur un design qui respecte quand même celui initial et qui fonctionne en plus concrètement quand on va lui donner vie par un objet physique. C'est clairement un travail de précision où chaque micro ajustement compte, que ce soit par exemple un angle de boîtier, que ce soit une épaisseur de lunette, que ce soit une épaisseur de boîtier pour respecter une étanchéité que l'on a donnée dans le cahier des charges à l'usine, jusqu'au jeu qui peut être contrôlé sur les maillons. En général, l'usine nous fait des retours plutôt très détaillés et on est toujours donc en phase de discussion avec eux, d'adaptation. On remodélise parfois même de notre côté pour leur faire comprendre ce que l'on veut vraiment avec notre bureau de design, et on vient leur échanger des documents techniques. Eux aussi nous font part de leurs documents techniques et nous expliquent justement les contraintes qu'il y a et comment on peut solutionner cela, et ça nous permet donc nous de nous adapter, de recommencer parfois des designs, de remodéliser certaines pièces jusqu'à justement arriver sur un bon compromis qui respecte notre premier design de base et qui fonctionne en réel une fois que l'objet sera produit. C'est une étape exigeante mais importante pour justement garantir que la montre, une fois fabriquée, respecte notre idée de départ et soit évidemment de la qualité que l'on souhaitait. Une fois que le design 3D est validé et que tout a été vu avec l'usine, ils nous font part de leurs fichiers. En général, c'est des fichiers STL que l'on peut donc exploiter ici pour faire des impressions, puisque donc on vient ensuite imprimer avec de la résine, avec des imprimantes 3D, les gabarits, que ce soit par exemple le boîtier, la lunette, la couronne, pour justement faire des essais au poignet, voir comment se comporte le boîtier une fois physique, une fois posé sur le poignet, est-ce qu'il est confortable, est-ce qu'il épouse correctement le poignet, et ça c'est une étape qui est indispensable quand on fait du prototypage. Une fois que la conception donc 2D est validée, que la 3D est validée, que les gabarits en résine ont été validés, vient l'étape la plus importante qui est clairement la partie prototype, et là on vient donc produire un exemplaire de la montre et on vient voir justement comment elle se comporte au poignet physiquement avec les matériaux que l'on aura choisis, comment on la ressent quand on la touche, est-ce que les angles sont suffisamment polis, est-ce qu'ils sont suffisamment traités, est-ce qu'il n'y a pas de côté tranchant, et c'est là qu'on vient donc faire de multiples ajustements jusqu'à arriver au produit final. Et justement dans les contrôles un petit peu qualité du prototype, qu'est-ce qu'il y a concrètement? Il y a par exemple le poids de la montre, est-ce qu'elle est trop lourde, est-ce qu'elle est trop légère, est-ce qu'elle est confortable après une journée au poignet, ou est-ce qu'elle est un petit peu désagréable? On pourrait optimiser par exemple des choses au niveau du bracelet. On vient également regarder si les cornes sont assez confortables, est-ce qu'elles ne frottent pas le poignet, est-ce qu'elles épousent tout type de
taille de poignée ou est-ce qu'il va falloir adapter un petit peu la courbe de celle-ci. Et on vient également contrôler la partie finition, que ce soit les biseaux qui sont polis ou qui sont brossés, le boîtier qui peut être poli ou brossé, comment la montre se comporte en fonction de la lumière, est-ce que c'est le rendu que l'on souhaitait, et en fonction on vient faire un feedback à l'usine. Et d'ailleurs à l'usine on leur fait quand même plusieurs retours, c'est rare qu'on fasse du one shot et que la montre se comporte également comme on le voulait de manière initiale, donc on leur fait plusieurs échanges et on vient adapter souvent les finitions, les angles, les biseaux, jusqu'à arriver donc sur la version finale où on se met d'accord avant de lancer donc la production de masse. Après c'est sûr que c'est pas une étape la plus drôle, c'est un petit peu frustrant, on a l'impression un peu de perdre son temps parce qu'il y a des allers-retours, il y a des productions, il y a des tests, il y a des reproductions, il y a encore des tests, mais c'est une étape qui est clairement indispensable pour arriver au produit fini et à un produit qui épouse l'ADN de la marque. Une fois que les prototypes sont validés, on passe donc à la production de masse et donc la production en usine peut commencer. Et évidemment j'en ai pas parlé, mais avant les prototypes et la production de masse, on envoie un cahier des charges à nos partenaires qui est détaillé, on prend en compte absolument tout, que ce soit le grain à utiliser pour le brossage, du verre saphir avec le traitement que l'on veut dessus qui est donc anti-reflet, le Luminova exact avec la référence exacte que l'on veut pour les aiguilles, enfin bref, on prend tout en compte pour ne pas leur laisser de liberté sur la qualité de la montre et pour qu'elle reflète clairement nos prérequis. Donc c'est clairement une étape qui est hyper importante, c'est de faire donc un cahier des charges hyper strict et détaillé pour qu'elle reflète la qualité que l'on souhaite en interne. Et à partir justement des plans qui sont à ce stade finalisés, l'usine vient créer des moules spécifiques pour plein de petites pièces pour la montre, par exemple pour la partie cadran notamment, où il y a tous les petits index qui vont être moulés sur mesure, il y a les aiguilles également qui vont être créées sur mesure avec des moules, et ils viennent également paramétrer de nombreuses machines, par exemple les fraiseuses qui viennent tailler l'acier pour les pièces métalliques de la montre, tout ça pour respecter donc le design de base, et même eux en interne ils ont plusieurs essais, donc ils viennent gâcher plusieurs pièces d'acier jusqu'à arriver au paramétrage idéal de la machine pour créer donc les pièces détachées de la montre. Et justement tout au long de ce processus de fabrication, le maître mot est la qualité, et c'est pour ça qu'il y a de nombreux contrôles qualité. Il y a un premier contrôle qualité une fois que les pièces détachées sont sorties des machines, donc ils sont contrôlés une première fois. Une fois que l'ensemble des pièces détachées sont réalisées, il y a un contrôle qualité avant expédition à nos ateliers qui vont faire l'assemblage. À réception justement par nos ateliers des pièces détachées d'assemblage, ils viennent donc recontrôler eux en interne avant de faire le montage et donc tout ce qui est contrôle qualité, assemblage à la main qu'on fait évidemment en France à Besançon. Et une fois que le montage donc dans les ateliers d'assemblage des montres sont faits, il y a également encore un dernier contrôle qui est fait par les horlogers qui viennent donc vérifier qu'il n'y a toujours pas de problème en termes de finition, que la montre se remonte bien, que la couronne se dévisse correctement. Et une fois sortis d'atelier, nous on vient les réceptionner en interne dans nos bureaux privés, on vient les placer au coffre, et avant de les placer au coffre, on vient évidemment encore une fois contrôler la qualité des montres, savoir qu'il n'y a pas de problème, pas d'accroc sur les boîtiers, que les montres se remontent correctement, que les finitions sont bien impeccables sur chacune des montres que l'on vient archiver dans les coffres. Et nous, quand on vient préparer les commandes, qu'on vient donc sortir les montres du coffre pour les expédier à nos clients ou les vendre ici en showroom, on vient une nouvelle fois contrôler la qualité de la montre, les finitions, le remontage, la mise à l'heure. Justement, c'est un choix qui est un petit peu fastidieux, mais qui permet justement d'être certain que la montre qui va être proposée à nos clients respecte notre ambition de base, c'est-à-dire proposer des montres de qualité. C'est ce niveau d'exigence qui permet à chaque pièce Maison Morphin de répondre à la hauteur de nos standards. Et évidemment, pendant que tout le processus de fabrication de la montre est en cours, nous on vient en interne se pencher sur tout ce qui est expérience client, qui est en tout cas selon nous en interne pour Maison Morphin primordial pour justement que le produit soit clairement abouti du début jusqu'à la fin. On supervise donc le développement du packaging, des accessoires qui vont être présents dedans jusqu'à la forme du packaging en lui-même pour qu'il y ait la meilleure expérience possible quand le client vient soit la réceptionner ici en showroom ou la recevoir directement à domicile. Par exemple pour la boîte, donc l'écrin qui est en bois laqué, elle doit donc protéger la montre mais également épouser les valeurs de la marque, c'est-à-dire être de qualité, être élégante, être chic, et c'est pour ça qu'on choisit du bois laqué et une taille un petit peu imposante pour également mettre en valeur le produit à l'intérieur, parce qu'en tout cas selon nous, si l'écrin est un peu plus minimaliste, peu sophistiqué et de piètre qualité, cela ne renvoie pas à une image qualitative du produit que l'on vient présenter dedans. Pour la partie notice d'utilisation par exemple, on vient les imprimer en France, c'est des petits détails mais qui font que on respecte nos valeurs de base et nos engagements qui sont de soutenir l'artisanat français, de faire tourner des entreprises qui sont françaises, qui
contribue au bien-être de tous ces Français via les impositions qu'ils vont payer et faire travailler donc local, alors qu'on pourrait forcément les imprimer en Asie pour beaucoup moins cher. Mais c'est une démarche aussi d'éthique que l'on a en interne, et ça permet également évidemment d'avoir des produits de qualité, puisque le contrôle qualité et la qualité de finition en France est quand même bien supérieur à ce qu'on peut avoir dans d'autres pays. Mais là on parle de notice d'utilisation, mais évidemment il y a une multitude d'autres accessoires, que ce soit du chiffon de nettoyage, la loupe d'horloger, le certificat d'authenticité, la paire de gants, le porte-clés, pour justement que ça crée un global et une expérience, plein de petites choses à ouvrir quand on reçoit la montre, et que justement tout ça soit à la hauteur du produit que l'on vend, c'est-à-dire une montre mécanique made in France, avec souvent une édition limitée, puisque en général on propose à 80% du temps maintenant des éditions limitées. Donc c'est très important que tout ça reflète la qualité globale de la montre que l'on vient vendre initialement. En parallèle, on prévoit également tout ce qui est shooting photo avec les premiers prototypes qui sont validés. Ça permet justement de créer les pages produits sur le site internet, de montrer les finitions, de communiquer sur nos réseaux sociaux et notre site internet, et c'est une étape évidemment primordiale qu'il faut évidemment anticiper, puisque ça prend du temps entre les setups à mettre en place pour la partie photographie, les retouches photos, etc. etc. Au-delà des photos, on vient donc créer des pages de vente également sur le site internet qui permettent de proposer aux clients un peu de contenu sur nos bases inspirationnelles en termes de design, pourquoi on est venu créer cette montre-ci, à partager également des plans de conception pour essayer de montrer un petit peu le travail qu'il y a derrière le produit qu'on propose, et une multitude donc de photographies, comme on l'a dit en amont, pardon, qui permet donc aux clients et aux futurs clients de se projeter avec la montre, avec des photos portées, des photos en studio. D'ailleurs, il faut prévoir souvent des shootings en extérieur pour faire des photos studio, et c'est donc du travail et qu'on essaye de gérer en tout cas en parallèle de la production pour respecter les timings et essayer de vous sortir des collections assez fréquemment. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et de tous ces processus de développement pour arriver à une montre finie comme celle que j'ai au poignet, la 2406 rouge. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a intéressé. On a essayé de l'illustrer au maximum pour que tu puisses comprendre toutes les étapes charnières pour le développement d'une montre maison Morphin. Si en tout cas elle t'a inspiré, n'hésite pas à laisser un grand pouce bleu, ça me permet de voir justement si ce type de vidéo vous intéresse. On peut, je pense, encore aller plus loin, donc justement n'hésitez pas à me donner votre feedback. Laissez également pourquoi pas un commentaire pour me donner votre ressenti concernant tout ça, si vous avez encore des questions concernant la partie production, développement, parce que justement on a un petit peu survolé durant cette vidéo la partie développement, mais il y a une multitude d'autres étapes que je n'ai pas forcément détaillées, donc si ça vous intéresse, on pourrait pourquoi pas faire une version 2 ou tout détaillé étape par étape. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner. Salut.